leur modèle donne accès. Ils sont aperçus que, par exemple, on reconstitue comme ça le matériau dans la ceinture des astéroïdes et que le mélange du matériau dans la ceinture des astéroïdes donne dans le système interne des choses qui sont sans eau et très à l'origine de ce qu'on appelle les astéroïdes S, enfin essentiellement les achondrites, c'est-à-dire pas d'eau essentiellement, les corps parents des météorites achondritiques, et plus loin, entre 2,7 et 3, un grand mélange de volatiles et de caillasse qui donne naissance aux corps parents des chondrites carbonées, des astéroïdes C, c'est-à-dire des astéroïdes qui ont et du carbone et de l'eau dans leur structure elle-même. Donc ça, c'est une preuve qui est très bonne parce que ça correspond exactement à ce qu'on observe de la distribution des compositions des objets dans la ceinture des astéroïdes. Et la deuxième chose qu'ils ont vue, c'est essentiellement l'eau qui est arrivée comme ça dans le système interne, comment il s'est mélangé. Et c'est le résultat que je vous disais tout à l'heure. La Terre s'est mise à grossir comme ça, et à partir d'une taille de 3000 km jusqu'à 6400, eh bien, elle a pris toute cette glace dedans. Et l'eau n'est pas arrivée comme un petit vernis final une fois que la planète était terminée, mais dans sa construction elle-même. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'impact à la fin de tout ça qui a permis à l'eau de remonter à la surface dans les conditions très particulières de la Terre. Bon, donc tout ça, c'est ce qu'il dit là. Donc on a à la fin cette histoire d'impact géant. Vous voyez qu'il s'est passé des choses marrantes au début. Sur Terre, tout ça, et sur la Lune, donc l'échappement atmosphérique peut-être, Phobos et Deimos, la dichotomie. Et c'est pour ça qu'on avait fait cette mission Phobos-Ground qui, hélas, n'a pas marché. Puis la cratérisation qui a donné naissance, comme on l'a vu, à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, il y a toujours eu cette idée que la cratérisation a effacé la mémoire d'avant. Et donc, on ne pourra jamais savoir. Mais il se trouve que Mars a gardé une partie de la mémoire d'avant, et qu'une partie de cette mémoire ici, c'est, comme on va le voir, dans la minéralogie. Je vais passer sur les quelques diapos qui suivent ici, qui sont un autre champ important ici, où on essaye de voir ce qu'était l'évolution des planètes à ce moment-là, en présence d'un soleil qui était très différent en fait du Soleil actuel. Vous savez, on a l'habitude de penser que le Soleil jeune, c'était une étoile qui a très vite évolué vers ce qu'il est aujourd'hui, à l'échelle de quelques millions d'années au plus. En fait, ce n'est pas vrai. Le Soleil est resté étoile jeune qui a évolué continuellement vers les sommets actuellement sur pratiquement 1 milliard d'années. Et il se trouve que, et vous allez voir pourquoi c'est important, dans ces phases-là, des premières centaines de millions d'années, les planètes étaient en présence d'un soleil qui était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Je le mets ici, mais peu importe. La luminosité était plus faible, donc il faisait beaucoup plus froid qu'il ne fait aujourd'hui. Donc partout à la surface de Mars, il faisait beaucoup plus froid, sauf si les gaz à effet de serre étaient suffisamment tenaces pour bloquer le rayonnement infrarouge et réchauffer. Mais en même temps, ces étoiles étaient des émetteurs XUV très importants, donc elles avaient un pouvoir d'ionisation très fort. Donc une étoile qui ionise les atmosphères avec un fort vent solaire, si vous n'avez pas un fort blindage, votre atmosphère est soufflée. Vous voyez tout de suite où je veux en venir, ce que je vais vous redire dans quelques minutes, c'est que sur Mars, il s'est passé la chose suivante, on pense. Très tôt dans l'histoire, il y avait un blindage magnétique parce qu'il y avait une dynamo et un champ magnétique qui faisait que l'atmosphère était protégée contre les effets du Soleil, mais que dès lors, et vous allez voir que le champ magnétique de Mars a chuté assez rapidement, alors que sur Terre, il s'est maintenu, et dès lors qu'il n'y avait plus de protection magnétique, le Soleil a soufflé l'atmosphère. Et ce fort échappement atmosphérique dont je vous ai parlé maintenant, qui a conduit à un énorme changement climatique sur Mars, qui fait que l'eau n'était plus stable, on le doit précisément à ce couplage entre le fait que le Soleil est resté longtemps une étoile jeune, avec un pouvoir létal pour les atmosphères, qui n'était pas fortement protégé par un champ magnétique, et que la dynamo planétaire, elle dépend de beaucoup de processus planétaires, mais il faut entre autres une convection dans le manteau qui dépend de la quantité d'isotopes radioactifs que vous avez. Sur Terre, il y en a eu assez. C'est pour ça qu'on a maintenu notre climat jusqu'à aujourd'hui et le vivant jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi, sur Mars, pour autant que le vivant a pu démarrer, il n'a pas pu perdurer au-delà de cet événement, très vraisemblablement. Et donc, si on veut savoir ce qui s'est passé, eh bien effectivement, c'est dans la minéralogie qu'on va trouver ça, essentiellement par les fameuses argiles, qui montrent qu'il y a eu de l'eau au démarrage qui a chuté à un moment donné. Et donc, c'est préservé dans des endroits intéressants. Donc, si je refais mes petits schémas de tout à l'heure, au début de l'accrétion, puis l'impact géant, et à la fin, le bombardement tardif. Entre les deux, il y a une phase avec de l'eau. Et cette phase avec de l'eau, vous allez voir, je vais rester une minute dessus parce qu'elle est importante, elle s'est arrêtée au bout d'un moment. L'eau n'a plus été stable, vraisemblablement, mais pas sûrement, parce que le champ magnétique a disparu. Donc si on représente ça en grand, ça vous donne ça pour l'impact géant. Et puis il y a eu cette phase avec de l'eau. Et moi je pense que le moment où il y avait de l'eau à la surface de Mars, c'est à ça que ça ressemblait. Ce n'est pas l'image qu'on voyait tout à l'heure. C'était une eau qui était parsemée, pas forcément une mer continue d'ailleurs, il n'y avait pas forcément de mer, mais dans des lacs éventuellement discontinus. Et que si la vie est apparue, c'est dans un tel contexte. On va revenir là-dessus. Mais que ça a changé rapidement. Et que si on avait fait une image de Mars il y a 4,2 milliards d'années,
on aurait trouvé à la surface de Mars, pas un poil de flotte, mais une couverture complète en argile. Tout était recouvert d'argile. Mais comme ensuite on a eu le bombardement, mais l'argile c'était sur 200-300 mètres, ce qui fait beaucoup, mais ça fait quand même que jamais que 200-300 mètres. Si vous labourez tout ça avec un énorme bombardement après, ben vous allez prendre du matériau d'en dessous, vous allez le mettre à la surface, vous allez tout recouvrir, et vous ne le voyez plus, ce matériau-là. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sauf dans des endroits très particuliers, on ne voit plus les argiles, sauf dans des endroits qui ont été érodés de telle sorte ou préservés de telle sorte du bombardement, et il y en a quelques-uns pour ça, qui ont préservé la mémoire d'avant. Donc les argiles sont là, il y a eu de l'eau liquide stable, et si c'était habitable, c'est à ce moment-là. Ce concept d'habitabilité que j'ai mis là, parce que tout le monde l'utilise, moi je ne l'aime pas du tout, on peut en reparler, je trouve que ça n'a pas de sens, mais bon, en tout cas il y avait de l'eau stable à ce moment-là, et si la vie a démarré, c'est là que ça s'est passé. Et puis, elle a décliné à partir d'un moment, avant la fin du bombardement. Et à nouveau, c'est pour ça qu'on a eu ça. Alors, c'est là qu'il y a eu un changement climatique global de Mars. Mars a vécu ce qu'on est en train de fabriquer pour la Terre il y a plus de 4 milliards d'années, c'est ce qu'on pense en tout cas. Et l'atmosphère dedans s'est passée à ténue. L'eau qui était stable est devenue non stable, elle est à liquide. Si elle, pour autant qu'elle était chaude et humide, elle est devenue froide et sec. Le pH de l'eau était basique avant, ce qui explique nos argiles, très acide après, c'est facile à expliquer pourquoi. Si elle était habitable, c'est avant qu'il faut aller. Donc vous voyez, c'est très tôt dans l'histoire qu'il faut remonter pour trouver les conditions d'habitabilité. Pourquoi ça a décliné? Essentiellement parce que l'atmosphère est partie. Pourquoi elle est partie? Il y a plusieurs raisons possibles. L'une d'entre elles, mais ce n'est que l'une d'entre elles, c'est l'arrêt de la dynamo. On sait que la dynamo s'est arrêtée par un dessin qui a été publié il y a une dizaine d'années, qui est tout à fait... C'est presque par hasard que la sonde MGS, qui avait un magnétomètre, a montré deux choses. La première, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui de champ magnétique dipolaire permanent, comme sur Terre. Mais à un moment donné, pour des raisons en fait liées à l'orbite elle-même qui est passée près, ils ont pu montrer que les terrains les plus anciens, cratérisés, donc toujours cette croûte très ancienne du sud, et c'est les couleurs que vous voyez ici, ont une aimantation permanente. Ce que vous voyez en couleur ici, sont les anomalies magnétiques. Mais il y a quelque chose de très important là-dessus. C'est que quels sont les terrains magnétisés? C'est les terrains de la croûte. Or, vous savez bien que si vous prenez un matériau magnétique, si vous le chauffez à haute température, il se désaimante. Et c'est que quand il se refroidit, qu'il repasse à travers la température de Curie, qu'il s'aimante si ce passage-là a lieu en présence d'un champ magnétique. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que quand la croûte s'est solidifiée, il y avait un champ magnétique, puisqu'elle a figé le champ magnétique qui était présent au moment où la croûte s'est solidifiée. Mais si vous voyez ce que j'ai mis en rouge, qui sont les gros impacts du LHB, de la phase finale, ils ne sont pas magnétiques. C'est-à-dire que le bombardement final a eu lieu alors que la dynamo s'était arrêtée. Parce qu'au moment d'un impact, bien sûr, vous chauffez beaucoup et vous refroidissez après. Ce qui est en bleu là-bas, qui est le grand complexe de Tarsis sur lequel il y a les volcans géants, c'est un énorme phénomène volcanique qui s'est passé, qui a mis tout le soufre dans l'atmosphère. Pareil, il est arrivé tard dans le système. Donc, quand la cratérisation a eu lieu, la dernière, et quand le volcanisme a pris place, le volcanisme s'est passé en l'absence de champ magnétique. Et donc, l'atmosphère avait déjà disparu. Et c'est ça qui explique que très tôt dans l'histoire, l'eau n'était plus stable, en tout cas on le pense. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'eau dans le sous-sol qui est ressortie violemment. Quand Tarsis s'est formé, vous voyez, il y a eu au début une phase pendant laquelle il y avait de l'eau à la surface. Ça fait ces argiles. Et puis tout d'un coup, changement climatique. Que fait l'eau? Elle percole à l'intérieur, elle rentre dans le sol. Et au bout de quelques millions d'années, ou plus, il y a le temps, elle arrive à rentrer suffisamment en profondeur. Et puis tout d'un coup, hop, géothermisme, parce que le volcanisme met tout ça à la surface. Eh bien, c'est ça qui a provoqué d'énormes éruptions de flotte massives qui ont fait ces vallées de débac que vous avez vues, qui ont fait ces structures fluviatiles. Mais comme la pression avait été déjà, pour l'essentiel, chassée par l'atmosphère qui avait disparu, plus de gaz à effet de serre, pas de possibilité de maintenir longtemps l'eau à l'état liquide, on n'a pas fabriqué de minéraux qui le tracent, et essentiellement, c'était trop tard déjà pour maintenir du vivant, pour autant qu'il ait démarré. Donc voilà, je passe là-dessus, c'est après que Tarsis s'est formé, c'est là qu'il y a eu du soufre et tout ça. Mais voilà pourquoi cette image est profondément fausse. Parce que cette image, elle tendrait à dire, vous voyez que quand Tarsis à gauche s'est monté, quand Valais Marineris s'est ouvert, il y avait de l'eau stable à l'état liquide. En d'autres termes, que le volcanisme et tout ça est né, et le bombardement sont nés alors que l'eau était stable. Quand l'eau est apparue, c'est bien avant tout ça, quand on aurait pu remplir les terrains les plus bas avec de l'eau, l'eau n'était déjà plus stable à l'état liquide. Donc c'est ça l'histoire, et pourtant ils ont toujours mis, bien sûr, pour la raison que je disais, leurs engins dans les parties bleues de cette image. Et c'est vraiment dommage, parce que nous pensons que, et c'est ce qu'a montré Mars Express, que c'est une toute autre histoire. Quand Tarsis et les volcans sont mis en place, l'eau liquide n'était plus stable à la surface. Mais pourtant, il y a bien eu de l'eau liquide.
Mais l'eau liquide, il faut justement les chercher dans tout ce qui n'est pas bleu sur cette carte. Ce n'était pas trivial, bien sûr, de penser qu'on l'a montré pour les terrains rouges, on le montre maintenant pour ces terrains-là. Et donc, c'est pas ça qui s'est passé, mais c'est probablement ça. C'est une toute autre image qui s'est passée. Alors pourquoi c'est rigolo? C'est que si Mars n'était pas comme ça, mais comme ça, il n'est pas impossible, à cette époque-là, que la Terre aussi ait été comme ça. Et que la vie sur Terre, c'est dans ce type de terrain qu'il faudrait en chercher l'origine. Mais bien sûr, le problème, c'est que des terrains comme ça, il n'y en a plus sur la Terre. Il n'y a plus aucun terrain, aucun continent, les continents sont formés après, qui datent de cette époque-là. Donc on n'a pas la possibilité sur Terre de récupérer les terrains qui montreraient le passage de l'organique au vivant, pour autant que c'est comme ça que ça s'est passé. Et une des grandes raisons, je pense, de l'échec actuel de comprendre le mécanisme par lequel la vie a émergé sur Terre, c'est qu'on ne le cherche pas bien. On le cherche dans des terrains récents, finalement, qui datent de 3,7, 3,8 milliards d'années, mais c'est trop tard. Or, sur Mars, on a encore des terrains comme ça. Et c'est ça qui est intéressant. Si on vise bien, on peut encore comprendre quelles étaient les conditions qui ont prévalu au moment où l'eau était stable. Et donc, la moitié de Mars est couverte de ça, et étudier la Terre, ça se fait en travaillant sur Mars, essentiellement, de ce point de vue-là. Alors, si je prends maintenant le même diagramme, mais avec la Terre, on a, dans tous les grands livres, une grande période qui s'appelle l'Archéen, Archéos, qui veut dire le renouveau en grec, et bien sûr, la vie sur Terre démarre là. Si vous regardez les dates, on le met toujours, après l'AD1, Hadès, dieu des enfers, à une date qui correspond à la fin du bombardement. Et si vous demandez des biologistes qui font ces cartes, pourquoi? Ils disent parce que les impacts étaient stérilisateurs. Donc on ne peut pas imaginer que la vie a démarré plus tôt. Personnellement, je pense que ce n'est pas forcément vrai. Et que là-dedans, il y a un peu le syndrome du réverbère. On va regarder là parce qu'on a encore des terrains qui datent de 3,8, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la lumière que c'est là qu'on a perdu l'air. Et c'est probablement ça qui se passe. On va chercher l'origine du vivant, peut-être là où il n'est pas vraiment apparu. Pourquoi il n'aurait pas pu apparaître plus tôt? Et alors, il y a une seule mesure actuellement qui tente à faire croire, à penser qu'il aurait pu y avoir des océans très tôt dans l'histoire de la Terre. Alors c'est très récent et il n'y a pas encore de confirmation, c'est encore très controversé. Mais il se trouve qu'il y a des petits grains qu'on appelle du zircon, c'est un silicate avec du zirconium dedans, qui ont comme particularité d'être petits d'une part et d'être extraordinairement stables à haute température. Ils sont très réfractaires. Vous chauffez à 3000 degrés, ils tiennent le coup. Eh bien, ces petits grains ont été pris dans des roches très tôt dans l'histoire de la Terre. Les roches ont disparu par l'activité globale, mais certains de ces grains ont été préservés. Et il y a des gens qui ont systématiquement cherché dans des grands tas de détritus sur les terrains les plus anciens, c'est essentiellement l'ouest du Canada, l'ouest de l'Australie et le nord du Canada, de tels grains. Ils ont trouvé des zircons. Il se trouve que dans les zircons, il y a des petites inclusions d'uranium qui permettent de les dater. Et chacun des groupes qui ont pu travailler à ça ont fait des mesures de l'âge de ces grains de zircon. Et certains ont montré qu'on a des grains de zircon qui ont été faits il y a 4,1, 4,2, 4,3 milliards d'années. Donc ce sont les grains les plus vieux que l'on ait sur Terre. À nouveau, c'est des grains qui ne nous donnent pas le contexte dans lequel ils sont formés. Mais il se trouve, ce que je mets ici, mais je n'ai pas obligé de le lire, que certaines propriétés de ces grains, en particulier les rapports isotopiques de l'oxygène, tendent à montrer que la seule possibilité pour expliquer les propriétés qu'on voit dans ces grains, c'est que la roche-mère dans laquelle ces grains ont été piégés était en contact avec un océan. C'est pour ça que je vous dis que c'est la seule mesure, enfin ce sont les seules mesures qui tentent à dire qu'il a dû y avoir un océan très tôt dans l'histoire, parce que alors même que la croûte n'était pas complètement solidifiée et refroidie, il y avait déjà de l'eau dessus. Avec ce que je vous dis tout à l'heure de ce que l'on pense être maintenant le processus par lequel l'eau est arrivée sur Terre et s'est maintenue à la surface, c'est tout à fait possible que des océans aient été stables depuis quelques dizaines de millions d'années après la formation de la Terre. Donc la croûte qui était en dessous, qui n'était pas encore entièrement consolidée, a pu le montrer. Et donc c'est ça l'idée. Mais bien sûr, la question c'est, ce bombardement-là, est-ce qu'il n'a pas fait détruire tout ça et détruire les océans? Et il y a deux groupes en parallèle qui ont fait une petite règle de 3 qui n'est pas très compliquée à faire. On prend toute l'énergie cinétique de ces impacts-là, on imagine combien il y en a eu sur Terre en regardant la Lune et Mars, on fait le rapport des surfaces, on transforme tout ça en énergie cinétique et on regarde quelle est la fraction des océans qui disparaît. Et bien quand on fait ça, on s'aperçoit que pas plus de 20%, plutôt 10 à 15% des océans seulement disparaissent. Plus de 80% des océans, s'ils étaient là avant, se sont maintenus. Donc il y a une continuité océanique sur Terre à ce moment-là. Ce qui veut dire que s'il y a eu de la vie, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas démarré plus tôt. Parce qu'après tout, les conditions étaient les mêmes avant, peut-être même plus favorables parce que les océans étaient probablement plus chauds, en contact avec une croûte non totalement refroidie. Et donc peut-être que la vie est apparue sur Terre, et de savoir comment, il faudrait aller regarder dans ces terrains dont je vous ai déjà dit qu'on n'a pas la réponse, mais Mars peut l'avoir.
Donc les zircons terrestres et les phyllosilicates, nos argiles, ont le même rôle quelque part, sauf que là on a perdu le contexte et que là on l'a gardé. D'où l'idée de travailler à la fois sur les processus possibles d'apparition de la vie sur Mars, qui à nouveau a pu très bien se passer avant la divergence. Mars a peut-être la réponse à condition d'aller explorer ça. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai marqué sur cette échelle en temps quels sont les sites qui ont été explorés par tous les engins qui ont été sur Mars pour l'instant. Et vous voyez que pour l'instant, ils n'ont jamais été explorés que les parties récentes, on va dire. Le plus vieux était Opportunité, qui remonte, puisqu'il a vu des sulfates qui sont formés il y a typiquement 3,5-3,6 milliards d'années. Mais la caractéristique de tous ces sites, c'est d'être relativement tardif, c'est-à-dire de ne pas avoir gardé les vestiges de ce qui s'est passé très tôt dans l'histoire. À nouveau, on ne leur jette pas la pierre, quand ils ont lancé ces engins-là, on ne savait pas ce qu'était l'histoire de Mars. Maintenant, c'est différent, parce que maintenant, on a identifié des sites dont on peut montrer qu'ils ont préservé ces conditions-là. Et donc, ils en ont choisi un. Je pourrais raconter un peu toute l'histoire qui a prévalu pour le choix de celui-là, pour vous dire d'un mot, à la fin, parce qu'il y a tout un processus assez remarquable fait par la NASA pour sélectionner les sites. Et à la fin, nous on était assez contents d'ailleurs parce que le processus était remarquable. Et toute la communauté, tout le monde avait le droit de venir dans une même salle pour proposer un site. Je voudrais aller là pour telle ou telle raison. Alors vous avez le droit de donner vos arguments. Au début, il y a eu plus de 100 sites, et puis comme ça, de réunion en réunion, bien sûr, et ça s'est un petit peu rétréci. Et progressivement, la NASA a dit, attendez, si vous voulez un site, maintenant, il faut qu'il soit estampillé pour retenir des minéraux qu'ils ont montrés étant importants. Alors, comment on avait gagné là-dessus? La minéralogie devenait un des moteurs pour choisir un site qui avait une vertu exobiologique. Donc on était content là-dessus. Et à la fin, ça retrouvait, et à chaque fois, donc on était 300-400 dans la salle, il y avait un vote à la fin. Et on voyait de vote en vote que sortaient les bons sites. Puis à la fin, il n'y en avait plus que 4. Et donc il y a eu une dernière réunion, quelques mois avant le départ de MSL, Curiosity. Et on sentait bien, parce que sur ces 4 sites, il y en avait un qui était remarquable. Que nous, on trouvait remarquable, parce que c'est vraiment le seul site qui a préservé dans toutes ces strates toute l'histoire qui s'est passée à gauche, c'est-à-dire des premières dizaines de millions d'années. Mais bien sûr, on n'a jamais pu expliquer l'histoire, parce que c'est une histoire qui n'a aucun équivalent. Vous ne voyez pas de couches sédimentaires, etc. C'est une histoire qu'on n'a jamais été voir, donc c'est normal qu'on... Les Américains n'ont pas voulu de ce site, parce qu'ils ont trouvé qu'on ne savait pas assez expliquer les choses. Ils en ont préféré un autre où on voyait bien des sédiments qui sont faits dans un cratère, qui est le cratère de Gale, avec des couches qui pouvaient plus facilement expliquer. Le problème de Gale, c'est que c'est un site relativement jeune. Il s'est formé il y a 3,6 milliards d'années. Donc lui aussi, il s'est formé après le bombardement final. Mais il se trouve quand même que dans ce site, il y a quelques strates, je vais vous montrer, dans lesquelles, difficilement, mais on a mis en évidence quelques-uns des minéraux hydratés les plus intéressants. Il y a des couches d'argile et de sulfate, pas dans le bon ordre, mais enfin on les voit. Bien sûr, le risque qu'il y a, c'est que ces choses n'ont pas été formées sur place, mais charriées ici. Quand vous charriez quelque chose, vous pouvez même concentrer le matériau, donc on pourra peut-être trouver des matériaux intéressants, mais vous perdez bien sûr l'information primaire sur le contexte, qui est un peu dommage. En tout cas, ils ont choisi ce site. Et voilà ce cratère Gale, avec le point rouge, le sommet d'une montagne, le mont Sharp, plus de 5000 mètres d'altitude, et le point jaune au centre d'une ellipse, qui est l'ellipse dans laquelle ils ont visé. Pourquoi ils ont visé ça? Parce que vous allez voir après, à l'intérieur de cette ellipse, les terrains sont plutôt sécures pour se poser. Il n'y a pas de choses qui étaient intéressantes, mais dès qu'on sort de l'ellipse, on a des terrains intéressants. Donc voilà l'ellipse, 150 km, comme vous voyez, le cratère. C'est un gros cratère, mais tout au bord, il y a un flanc comme ça. Et ils ont visé un terrain qui fait une vingtaine de kilomètres sur moins de 10, ce qui est absolument remarquable quand on réalise ce que ça veut dire. Et voilà une vue 3D qui a été faite grâce aux images qu'on peut prendre de l'orbite, où il y a sur MRO une caméra qui a une précision de 20 cm, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On a de Mars des images avec une précision meilleure que les meilleurs satellites militaires sur Terre. Et donc, voilà l'ellipse qui fait... et ils ont réussi vraiment un coup extraordinaire. Et voilà, dans ce qui est le carré blanc ici, la coupe avec le sommet ici, les couleurs correspondent à certains des minéraux qu'on a mis en évidence. Et vous voyez des strates, alors bon, c'est un peu... C'est une toute petite signature spectrale, hein, c'est pas les deux. Bon. Mais il y a effectivement de l'olivine d'abord, puis ensuite, smétite, c'est une argile, puis etc. etc. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont représenté. Vous voyez ici, les trois étoiles correspondent à des endroits où ils aimeraient aller voir des argiles en bas, clay ça veut dire argile, des sulfates au-dessus. Et c'est ça qu'ils ont visé, et c'est ça qui a justifié d'aller dans ce terrain-là. Donc ils ont fait tout ça, et au niveau système, c'est vrai qu'ils ont fait quelque chose d'incroyable, je passe là-dessus. Ils ont fabriqué au cours du temps un engin capable d'aller sur 20 km avec une propulsion purement nucléaire, que j'explique ici, mais ce n'est pas le plus important, avec un atterrissage, peut-être certains d'entre vous l'ont vu,
le 6 août dernier en direct, quelque chose d'ahurissant. Alors c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de chance quelque part, ils ont eu comme 50 tartines qui sont tombées en même temps du bon côté, mais bon, ils l'ont fait et c'est tout à fait remarquable, c'est pas du tout évident. Ils ont visé ça, ils sont passés là, partis, et vous voyez là où ce qu'ils visaient c'était l'étoile, le losange vert, et le point rouge c'est là où ils sont tombés. C'est quand même extraordinaire. Donc, ces gens sont remarquables, et en bleu là-bas c'est les débris qu'on a pu imager après de tous les systèmes de descente qu'on a repérés à la surface. Ils ont fait cette image absolument remarquable avec un agrandissement, vous voyez à droite, où pendant la descente, à la seconde près, ils ont réussi à faire une image où on voit à droite le parachute et en bas l'engin, juste avant qu'il ne se pose. L'image est à peine, il est en train de bouger, donc elle est un peu floue, et on voit quand même, avec des détails de quelques dizaines de centimètres, l'engin qui va se poser à la surface. Et si vous regardez bien cette image qui va changer, ben, ça c'est le 1er août. Alors, si vous regardez bien, c'est ce point-là. Vous voyez, 1er août, il n'y a rien. 7 août, vous voyez, Curiosity Electric Lab. On voit là-dessus les systèmes qui sont posés. Il s'est posé le 6 août. Hein. Donc bon, ils savent vraiment faire les choses. Et ça, c'est une image absolument prodigieuse. Je trouve que la première image qui a été prise par l'engin, il vient de se poser. Ils ont surexposé un petit peu. Et vous voyez au fond le fameux mont Sharp. Voilà où ils voulaient être, voilà où ils sont. Vous voyez au premier plan l'ombre de l'engin. C'est prodigieux. Alors, ils ont vendu la mission avec ça, bien sûr, Grand Canyon du Colorado. Ils ont dit, voilà, ça c'est très beau. Eh bien, ce que vous allez voir, c'est la même chose. Et ça, c'est une image vraie, prise du sol par leur engin, peu de temps après. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Alors, voilà, ils disent, on va voir ça, et voilà ce qu'on voit. Ce qui est quand même pas mal. Mais, le problème, bien sûr, alors il y a des agrandissements, voilà le genre de strate qu'ils voudraient voir. Alors, c'est là qu'il y a la science intéressante. Et le problème, bien sûr, c'est que cette image